Les projets de développement concernant les villages, le réaménagement et la construction de plusieurs agglomérations urbaines, l'assainissement de l'eau, concernant l'afflux financier des entreprises du secteur privé qui sont chargées de la mise en place des projets nationaux. Nous avons aussi les programmes ou le programme baptisé La vie décente et les projets émanants qui en découlent. Nous avons aussi sur le plan économique le rapport annuel du ministère de la coopération internationale 2020 intitulé « Partenaires internationaux pour un développement durable » qui pointe du doigt l'autonomisation de la femme et le rôle qu'elle joue dans les projets de développement et dans la stabilité de l'économie. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir ce soir Dr Raouf Ghafar, analyste économique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue avec nous. Merci. Il y a à présent plusieurs projets qui sont en place, des efforts déployés pour le chef de l'État concernant plusieurs projets, notamment des projets relatifs à la construction au réaménagement de 1000 villages. Nous avons des projets d'assainissement d'eau. Le chef de l'État a suivi l'afflux financier avancé par des entreprises du secteur privé qui sont chargées de la mise en place de projets nationaux. Nous avons les projets relatifs et les activités relatives au programme Vie décente, et nous avons aussi le ministère de la coopération internationale et le programme intitulé Partenariats internationaux pour un développement durable. On aimerait jeter la lumière en détail concernant ces différents projets qui sont en cours à l'heure actuelle. Bon, par définition, comme vous venez de dire, tous ces projets visent dans une, disons, seule direction. C'est pour donner aux citoyens égyptiens, comme vous venez de dire, améliorer la qualité de sa vie et lui fournir la vie décente. Donc tout ce qu'on fait, on remarque bien ça dans tous les projets qui sont mis en œuvre et mis en place les dernières années. On a commencé certainement avec les méga-projets, le projet d'infrastructure, etc., pour essayer de préparer l'environnement pour les investisseurs et locaux et étrangers, et énergie, etc., réseau routier, et tout ce qu'il faut pour établir des industries, des investissements. Et on a fait ça par excellence, justement, et on continue à faire ça jusqu'à présent, mais on a commencé à virer un tout petit peu vers le citoyen, la personne égyptienne. Et on a remarqué que sur le plan éducation, sur le plan santé, sur le plan logement, sur le plan... dans beaucoup de plans qui se développent, premièrement, comme vous l'avez mentionné, pour établir des projets qui ont une nature continue, ce qui est connu développement durable, c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps et ça dure beaucoup de temps. Donc, je veux dire que le tout maintenant mène au bien de la personne égyptienne, et pour que sa vie soit d'une qualité un peu meilleure, et parce que justement, étant donné que nous avons une population assez grande, la meilleure des choses, c'est d'exploiter cette ressource d'une façon par laquelle on profite le plus. Et c'est justement par l'éducation, par la santé, etc., que nous avons des personnes saines qui peuvent être des membres actifs dans la communauté et dans la société, et qui, justement, jouent un rôle essentiel dans le développement de leur pays.
Nous pouvons dire que la société rurale est à l'heure actuelle au cœur des projets de développement. Il y a des années, la Haute-Égypte se plaignait du fait que c'était un endroit relativement marginalisé, le Sinaï était relativement marginalisé, mais ces endroits-là sont à l'heure actuelle au cœur des projets de développement, d'où le suivi du chef de l'État du progrès des projets nationaux concernant le développement de 1000 villages. Qu'est-ce qui est fait pour ces 1000 villages? En quoi consistent ces projets de développement? Premièrement, c'est une initiative, à mon opinion, excellente. Parce que, comme vous l'avez bien dit, il y a beaucoup d'endroits en Égypte, des gouvernorats même complets, surtout en Haute-Égypte, qui ont été complètement, pas seulement marginalisés, mais oubliés, si je peux utiliser le mot. Et c'était justement cette initiative qui a été dirigée vers l'amélioration justement de gouvernorats. En termes ils ont choisi 1000 villages. La plupart de ces villages, les plus, disons, qui ont le plus de nécessité pour s'améliorer, les plus pauvres, si on peut utiliser le mot encore une fois, pour essayer d'élever un peu le niveau de ces villages et justement créer, comme vous avez dit, des zones qui offrent des emplois, qui offrent des projets, micro et mini-projets, pour essayer de justement améliorer le train de vie et la qualité de vie de ces villages qui sont vraiment, qui avaient besoin de ce coup de main parce qu'ils étaient vraiment sous la ligne de pauvreté comme on utilise le terme. Donc c'est une initiative très ambitieuse et je pense qu'on a déjà commencé à avoir des résultats assez positifs dans plus de 350 ou 400 villages et ça continue justement. Justement, concernant la société rurale, on ne peut pas oublier les femmes et le rôle que ces femmes jouent dans la manière dont l'économie progresse, notamment en ce qui concerne les micro-projets. Ce sont des femmes qui n'ont pas un accès facile aux institutions financières. Et là, il y a, selon le rapport annuel du ministère de la Coopération internationale 2020, il y a une initiative baptisée Partenariats internationaux pour un développement durable qui révèle que l'autonomisation de la femme et la promotion de l'égalité des chances étaient un objectif fondamental dans ce projet. À votre avis, qu'est-ce qui favorisait aux femmes à l'heure actuelle, outre le développement logistique de ces villages, mais le développement humain, comme vous l'avez mentionné, notamment en ce qui concerne ces femmes? Premièrement, les femmes représentent 50% et peut-être un peu plus de la population. Donc on ne peut pas les ignorer, absolument. Et puis maintenant, dans tout le monde, les femmes en jouissent de mêmes droits comme les hommes. Donc on ne doit pas être moins. Et c'est pour ça qu'on a remarqué encore une fois que le président a donné cette importance à l'autonomisation de la femme dans les dernières années. Et on a vu à plusieurs reprises des discours, en plus des forums, qui sont dirigés vers cette direction. Et surtout que les femmes excellent sur le plan micro-projet et sur le plan les projets petits qui ne demandent pas qu'elle se déplace. Donc elle peut justement être chez elle et s'occuper de quelque chose qui, pour elle, peut lui faire du bien et par laquelle elle peut avoir un revenu considérable, si je peux dire ça, tout en faisant attention à sa famille et à ses enfants, etc. Et je pense que ce programme, comme vous l'avez dit, a été dirigé principalement vers les femmes et
les résultats à propos justement de l'exploitation de cette ressource féminine, je veux dire, est excellente. Parce que franchement, les femmes sont assez sincères, je veux dire, et assez sérieuses quand ils prennent les choses au sérieux. Et est-ce qu'il y a des programmes de formation qui sont favorisés ou qui sont fournis à ces femmes? Certainement. Il y a surtout quand on parle des petites industries, chaque gouvernorat est célèbre pour une certaine... ici, il y a du textile, d'autre part, il y a des broderies, etc. Donc, on utilise les talents que ces femmes ont pour développer ce genre d'artisan, si on peut dire. Ils sont tous... ils ont le talent et ils se développent, ils apprennent aux autres, et chaque endroit, chaque zone justement rurale, comme vous venez de dire, est maintenant consacrée à la production de quelque chose qui est spécialisé dans cet endroit. Et nous voyons des expositions qui prennent lieu 2-3 fois par an, où on expose ce genre de produits et on les présente justement non seulement pour le marché local, mais il y a beaucoup de ce genre de produits qui sont maintenant exportés. Et il y a assez de demandes pour ces petites choses qui ne demandent pas un grand investissement, mais qui justement est très beau et que ça représente l'héritage égyptien, et ça représente l'histoire égyptienne et l'artisanat égyptien. En quoi consistent les projets d'assainissement de l'eau? Évidemment, avec la pandémie, il y a une crainte en matière de pénurie en eau. Partout, c'est mondial. D'abord, quelles sont les répercussions, ou en quoi consistent les répercussions de la pandémie sur l'eau? En premier lieu, l'Égypte, avec la population et avec la quantité d'eau qui provient du Nil qui ne change pas, on commence à avoir un petit problème là-dedans. Et pénurie d'eau, ça commence. Donc on doit trouver des solutions pour utiliser cette quantité d'eau le meilleur possible. Et l'assainissement de l'eau, ça vient justement dans le contexte de l'usage de l'eau plusieurs fois. Et il y a des projets énormes, justement. Il y a un projet qui a pris le premier prix, justement, mondial sur le plan quantité d'eau, qui est sur le plan assainissement, dans le Sinaï, si je me rappelle bien. Donc ça, c'est un problème très grave. Et si jamais on ne le traite pas avec l'importance qu'il déserve, on aura des problèmes dans le futur. Alors, non seulement l'assainissement des eaux, mais justement, il y a on change les méthodes d'irrigation pour essayer d'utiliser moins d'eau. Et beaucoup d'autres systèmes, on cultive dans des agricultures protégées, dans les serres, etc., encore une fois pour utiliser un peu moins d'eau. Donc on va dans cette direction, et je pense qu'il y a maintenant peut-être 20 à 25% de toutes les terres en Égypte qui se sont presque transformées de l'irrigation par inondation à des autres méthodes de goutte à goutte, etc., qui conservent beaucoup plus d'eau. Donc ça, c'est une chose très importante, et le gouvernement, le président, donne toujours ses directives d'aller dans ce genre de projet. Ça augmente d'un côté la production agricole et agraire, et en second lieu, ça diminue considérablement l'usage de l'eau.
le projet baptisé Partenariats internationaux pour un développement durable. En quoi consiste ce projet? Et ça a, disons, plusieurs directions qui visent justement à créer des emplois pour les jeunes gens particulièrement et leur offrir une vie décente, comme on appelle ça, mais des logements respectables. Et tout ça vise dans deux directions. Premièrement, pour empêcher l'immigration clandestine et la possibilité de ces gens de chercher des travaux ailleurs et essayer de leur créer des positions, des emplois qui leur permettent de vivre, disons, aisément et dans leur pays, au lieu de chercher des travaux ailleurs. Eh bien, docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste économique. Merci de nous avoir éclairci au sujet de quelques éléments importants concernant les projets de développement. Mais nous avons aussi la pandémie, donc on aimerait suivre de près ce que le Conseil des ministres a voulu faire ou a voulu approuver. Le Conseil des ministres a approuvé des lois et a passé en revue les mesures préventives contre la Covid-19. Et le Conseil hebdomadaire des ministres a tenu mercredi par visioconférence sous la présidence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli une réunion pour examiner un certain nombre de dossiers concernant différents secteurs de l'État ainsi que les procédures de distribution des vaccins aux citoyens selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Ayeshel nous en dit plus. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a évoqué plusieurs sujets, projets de loi et arrêts importants qui visent à réaliser une renaissance à tous les niveaux, la stabilité économique et sociale, ainsi qu'à promouvoir les investissements. Le Conseil a également examiné la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant l'assurance sociale, les dossiers de la santé et de l'enseignement, ainsi que les mesures relatives aux citoyens à revenus limités. Le Conseil des ministres a ainsi approuvé un projet de décret prévoyant la grâce pour un nombre de prisonniers, et ce à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du 25 janvier. La primature a également accepté une demande de l'Autorité générale des investissements et des zones franches de reporter pour un an la hausse de 15% prévue contre l'usufruit des projets opérationnels dans la zone de libre-échange afin d'alléger les charges pesant sur les investisseurs et de permettre la sauvegarde de la main-d'œuvre en ces circonstances exceptionnelles du coronavirus. Le Conseil des ministres a de même donné son aval à l'organisation de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons dans 5 pays durant la période novembre 2021-janvier 2025. Cette exposition se tiendra au Texas, en Californie et à Massachusetts, aux États-Unis, à Londres, en Grande-Bretagne et à Paris, en France. Le Premier ministre a affirmé au cours de la réunion la mise en œuvre de mesures de précaution pour faire face au Covid-19 avec la plus grande fermeté, soulignant l'existence d'une directive claire à tous les ministères et autorités compétentes à cet égard, dans le cadre de l'effort de l'État visant à éviter le confinement total afin d'éviter les impacts économiques associés à cette étape. Dr Madbouli a chargé les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur de consacrer un nombre suffisant d'hôpitaux d'isolement, de fournir le traitement nécessaire aux personnes infectées par le coronavirus et l'oxygène nécessaire à tous les hôpitaux, ajoutant qu'il n'y aurait pas de célébration ou de rassemblement pour le Nouvel An, et ce dans le cadre des mesures de prévention pour faire face au Covid-19. Pour sa part, le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a indiqué qu'au cours des 5 derniers jours, plusieurs rencontres ont eu lieu par visioconférence avec les gouverneurs afin d'assurer la mise en œuvre des mesures de précaution
soulignant qu'une coordination était en cours avec le ministère de l'Intérieur pour augmenter le nombre de campagnes à cette fin. Covid-19 a changé la facette du globe. On avait des espoirs qui sont à l'heure actuelle en vain. Évidemment, on ne comprenait pas tellement au début de la pandémie. On se disait peut-être que vers la fin de l'année, il y aurait certainement une deuxième vague, mais que ça irait beaucoup plus rapidement que cela. Évidemment, maintes célébrations sont tombées à l'eau, compte tenu des mesures de restriction à prendre. Et il y a aussi le côté économique. Mettons de côté le côté sanitaire, le côté touristique, le côté familial et autres, mais le côté économique. Docteur Raouf Ghaffar, nous avons juste une minute pour savoir quels sont les fondements de la forme actuelle de la croissance économique en Égypte. L'Égypte a préservé ses notations d'après les agences internationales de notation. L'Égypte a réussi à résister aux répercussions de la pandémie. Grâce à Dieu et grâce au programme de réforme, on a pu conserver notre croissance dans le positif et on continue à faire ça. Et c'est pour ça que les directives ces jours-ci sont contre le confinement et la fermeture complète. On doit continuer, l'économie doit rouler, la production doit continuer, mais tout en prenant toutes les mesures de précaution possibles. Et justement maintenant, le Premier ministre a dit que si jamais il y aura des amendes et puis il y aura des punitions assez sévères pour ceux qui... Parce que sinon, on a des problèmes. Et notre économie ne peut pas, justement... on a pu passer une période très difficile, mais on ne peut pas continuer si on ne prend pas les choses au sérieux. Très bien. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes analyste économique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste à vous souhaiter un joyeux Noël quand même, en dépit de toutes les mesures préventives, en dépit de l'annulation de toutes les célébrations, mais que la joie puisse quand même régner et que la joie soit dans vos foyers, avec vos familles, tout en gardant la distanciation sociale. Joyeux Noël, bon week-end, très bonne fin de soirée et à la prochaine.